Auditrices et auditeurs de la radio Gandal, bonsoir. On vous dit bonsoir et bienvenue à l'émission de la Commission centrale de postage Bantal Fouta Jalon. Comme vous le savez, toutes les 2 semaines, le mercredi, à 22h30 heure de New York et 4h actuellement 30 et 2h30 GMT, nous nous rencontrons pour lire une page de l'histoire de notre pays. Vous savez que cette histoire a été ternie par la machine que Sékou Touré avait mise sur pied pour faire subir notre pays un sort vraiment très regrettable. C'est pourquoi aujourd'hui, en réfléchissant et en regardant le bilan de notre indépendance de 1958 à ce jour, ne serait-ce qu'en voyant ce qui se passe dans notre pays, le manque de routes, le manque d'électricité, l'impunité, on arrive vraiment et aisément à vraiment évaluer le bilan que ce système-là a laissé pour notre pays. Donc ça, c'est fait pourquoi? Parce que Sékou Touré a éliminé tous les bons cadres de notre pays, tous les fils de ce pays et toutes les filles de ce pays qui étaient capables d'aider à son développement. Et il a laissé ceux-là qui étaient vraiment dans la machine qu'il avait mise sur pied. Aujourd'hui, on va parler d'un des cadres majeurs, d'une pièce majeure de ce système qui a détruit la Guinée. Il s'agit de Fodéba Keïta. Fodéba Keïta est l'un de ceux-là qui ont mis sur pied cette machine et qui a fini par en être l'une des victimes. Donc, comme on le fait souvent, l'émission aujourd'hui encore sera présentée par notre frère et collègue, M. Bachir Ba. Après M. Bachir Ba, on va passer la parole au panel de la commission centrale et ensuite au panel de la radio Gandal. Ensuite et enfin, la parole sera maintenant au niveau du public. Tous ceux qui veulent intervenir, ils pourront le faire dans la langue de choix. Puisque l'émission aujourd'hui est en français, on va traduire en français. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à M. Bachir pour commencer l'exposé. M. Bachir, si vous nous écoutez, on vous passe la parole. Bien, merci beaucoup, M. Barry, et bonjour à tous ceux qui nous écoutent ce soir ou ce jour, ou que ça dans le monde. Nous leur adressons nos sentiments de gratitude pour suivre les émissions et nous espérons qu'ils auront une bonne écoute. Comme M. Barry l'a indiqué, aujourd'hui on va parler d'un cas spécifique et très très révélateur de la dictature de Sékou Touré, un agent de la répression, un agent féroce de la répression de Sékou Touré qui en fut aussi une victime. On a déjà eu un cas similaire avec Émile Cissé, mais le cas de Fodéba Keïta est encore beaucoup plus révélateur parce qu'il fut l'un des architectes de la machine répressive de Sékou Touré et dont il sera une victime aussi. Certaines personnes, tout juste pour cadrer le débat, j'aimerais faire un petit rappel sur ce qui est visé à travers ces programmes qu'on fait. Certaines personnes peuvent se demander pourquoi parler de faux débat. J'entends certaines personnes dire que il a récolté que ce qu'il a semé. Il fut un agent, un architecte du système répressif, il fut une victime. Ainsi, il n'a récolté que ce qu'il a semé. Et on évacue la discussion à travers ce détour, oubliant que c'est justement le fait de ne pas chercher à rétablir la vérité, à déterminer les responsabilités de chacun, qu'ils aient été victimes, qu'ils aient été tortionnaires, qu'ils aient été architectes, qu'ils aient été les deux à la fois. Notre rôle, si on veut arrêter le cycle permanent de l'impunité qui gangrène notre pays, est d'établir les faits et aussi de discuter à fond et d'enseigner
que le fait de réprimer un agent de la machine répressive, de le tuer, de l'exécuter et de lui faire subir le sort qu'il a fait subir aux autres, ne règle en rien le problème. Au contraire, il le renforce. Parce que ça ne fait que renforcer la machine répressive. Donc on doit mettre fin à ça. On doit mettre fin au règlement de compte. Et la tradition de règlement de compte est la forme qui a permis à l'impunité de régner chez nous. C'est accepter le fait que des personnes peuvent faire du mal et être absorbées par le mal qu'ils ont implémenté, et que l'histoire, que c'est ça une forme de justice, c'est une intériorisation de la répression et de la mentalité de justice de foule et de l'impunité. Elles confondent le règlement de compte avec la justice et elles empêchent la vérité d'émerger, et elles mettent à l'abri, elles mettent dans le même panier les victimes et les criminels du PDG. Elles contribuent à brouiller les cartes et pour maintenir une mentalité opaque, une culture opaque d'impunité. Il faut qu'on fasse très attention. On a le devoir de se pencher à la fois sur les victimes, sur les tortionnaires, que ces tortionnaires ou que ces agents de la répression aient été victimes à leur tour ou pas. Donc, c'est le fait d'avoir justement permis en catimini se réjouir des règlements de compte qui nous empêche aujourd'hui d'avoir beaucoup de données sur notre histoire. Le fait qu'on ait exécuté la famille de Sékou Touré nuitamment en juillet 1985 sans les faire passer devant la justice nous a privés de données extrêmement importantes, de leçons pédagogiques pour l'histoire et pour les nouvelles générations qui auraient compris en voyant un jugement qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Ça aurait été une leçon, ça aurait été une forme de catharsis sociale qui nous aurait permis de comprendre l'ampleur et le dégoût qui entoure cette forme de répression. Mais bien au contraire, on les a exécutés et ça a permis à des agents, des hommes de main comme les Lassana Conté, d'échapper à la vigilance des choses, des gens jusqu'au moment où ils se sont révélés dans leur propre cruauté, qui était de la même eau à peu près que parce qu'ils les ont servis, et qu'ils ont contribué à tuer des citoyens. Donc le silence, les zones d'ombre, les tabous, on doit les cesser. On doit parler de tout ce dont on dispose, le mettre à la disposition des gens pour qu'ils s'en servent. Ce n'est pas pour incriminer une personne donnée, ce n'est pas pour incriminer une famille donnée, même si elle est exécrable comme l'aura été beaucoup de parents de Sékou Touré. C'est pour montrer aux gens l'ampleur de la tragédie qu'on a vécue chez nous, et par ce biais, éviter que des clans sournois se reforment comme l'ont fait les Lassana Conté, et éviter que des gens qui faisaient partie de la machine répressive se redonnent un nouveau visage, une nouvelle virginité, pour réapparaître au grand jour et se donner des airs de libérateurs et continuer à opprimer le peuple. On n'est pas sorti de ce cycle. Aujourd'hui, pour faire un rapprochement rapide, tout le focus est sur Alpha Condé et son troisième mandat. On oublie les crimes qui ont été commis. On oubliera même demain, si demain quelques personnes qui sont près de lui arrivent à le faire sauter, arrivent à le faire fuir, ou arrivent à lui faire changer d'avis, ils seront acclamés. Et on oubliera les crimes économiques et de sang qu'ils ont commis, et puis on dira qu'on entre dans une ère nouvelle, alors qu'on ne fait que rebrousser chemin. Il faut faire très attention. Pourquoi? Et la nécessité d'étudier à fond les personnages clés de notre histoire. Qu'elles aient été victimes, c'est encore un devoir. Qu'elles aient été des tortionnaires, c'est encore plus un devoir parce que ça nous permet de comprendre jusqu'où notre pays s'est englué dans des règlements de compte extrêmement exécrables qui nous maintiennent dans l'ornière de la faillite. Donc ça, c'était pour camper le débat et rappeler à tous ceux qui nous écoutent le pourquoi et les objectifs visés. On sait que les gens comprennent implicitement, mais il est bon de le rappeler explicitement pour qu'on cadre le débat et qu'on comprenne pourquoi on fait ces petites recherches, on essaie de faire ces émissions pour équiper les citoyens à ne pas tomber dans le piège des libérateurs, dans le piège des oublis, et surtout aujourd'hui, où encore il y a un autre enjeu qui se dessine, du fait qu'on a laissé
Alpha Condé et ses sbires à côté en visant uniquement de conquérir le pouvoir, en disant que si on conquiert le pouvoir, eh bien, on va lui régler son compte. Il ne va jamais accepter ça. Aucun criminel ne va accepter ça. Un criminel, on doit les combattre. Ceux qui sont morts, on doit révéler leurs activités. Et ceux qui vivent, on doit les mettre à nu. Il ne faut pas qu'on accepte de compromis en jetant l'opprobre seulement sur une seule personne, comme ce fut le cas de Sékou Touré, comme ce fut le cas de Lassana Conté. Ils sont morts, mais le système dont ils étaient les artisans a survécu et il continue à survivre. Très attention. Pour revenir maintenant au sujet du jour qui est à faux débat, on va brosser rapidement son enfance, les données qu'on a sur son enfance, sa carrière artistique, sa carrière administrative et le rôle qu'il a joué dans la consolidation et la création de la force répressive en Guinée et les idées qu'il a essayé d'inculquer dans l'armée guinéenne et qui ont été totalement détruites parce qu'il se retrouvait en compétition. Sékou Touré commençait à voir en son prestige dans l'armée comme un élément défavorable qui menaçait sa primauté dans la vie politique guinéenne. Donc, pour ce qui est de son enfance, il est dit qu'il est né le 19 janvier 1921 à Séguiri. Il faut noter aussi que Sékou Touré prétend être né un 19 ou un 9 janvier. Est-ce que c'est là une coïncidence ou bien c'est dû au fait que c'était des comparses du même acabit qu'ils ont décidé de faire des papiers ou on leur a fait faire des papiers du même, pour donner le même mois de naissance, c'est à voir. Mais contrairement à Sékou Touré, Fodéba Keïta était un garçon extrêmement intelligent. Et M. Lamine Diallo va élaborer sur lui parce que le père de M. Lamine a été l'instituteur qui a favorisé, qui a été instrumental dans la formation primaire de Fodéba Keïta et qui lui a permis de continuer les études primaires. Donc, après des études, comme c'était le cursus à l'époque, il a fini ses études à l'EPS, il est allé à la branche prestigieuse d'instituteur à William Ponty. Ensuite, il est allé à Paris où il obtint un certificat de licence en droit, bien qu'il n'ait pas obtenu la licence en totalité, parce qu'entre-temps, il s'était découvert une carrière d'artiste et de dramaturge écrivain. Et d'ailleurs, il est dit, il y a des rumeurs qui indiquent, qui restent à vérifier, que le Fodéba Keïta, c'est un Djoubaté, il est issu d'une famille de griots, qu'il a pris le nom de Keïta, comme ça se fait chez nous, parce que bon, les Keïta, c'était la branche noble chez les Mandés. Mais ça, c'est une information qui reste à vérifier. En tout état de cause, avant même il n'a pas fini ses études universitaires, il a commencé à écrire des poèmes et comme dramaturge, il a créé les ballets africains. Et plus tard, pour l'indépendance, il composera l'hymne national de la Guinée avec un certain Jean Cellier. Voilà pour ce qui est rapidement de sa carrière avant qu'il n'entre en politique. Mais entre-temps, certaines personnes indiquent aussi que c'est quand il était en France, il s'était inscrit comme militant du Parti communiste. Maintenant aussi, on n'a pas de preuves tangibles qui montrent qu'il a été militant. En tout état de cause, sa démarche future sera très très proche des méthodes staliniennes de gouvernement, la répression aveugle et le maintien d'un appareil d'État extrêmement fort à tout prix, au mépris de la vie et du droit des citoyens, et le service unique à un homme qu'il prie comme son maître absolu, presque comme un dieu. Donc après l'indépendance, dans la loi cadre de 1957, Sékou Touré le nomme comme ministre de l'Intérieur. Et de là, il commence, dès après l'indépendance, il commence à forger l'armée guinéenne tout confondu. Il organise la police nationale guinéenne et en même temps, vu que c'était un artiste d'Allam, comme on a indiqué, il introduit les Amazones, l'orchestre féminin des Amazones de renom à l'époque, et il crée l'école militaire interarmes de Kangal Fayaya. Et en plus, il introduit la branche du génie militaire à l'intérieur de l'armée, et il crée l'usine de militaire de Kangal Fayaya, et où les militaires apprenaient des métiers, produisaient des brodequins et faisaient de la couture pour ce qui est de leur tenue. En même temps, il initiait l'organisation du ballet Joliba
et de l'ensemble instrumental et choral de la Guinée, qu'on appelle l'ensemble instrumental de la voix de la Révolution. Donc voilà un homme qui a, on peut le voir, a contribué énormément au premier pas de l'indépendance en Guinée et qui a composé l'hymne national avec un de ses amis et qui se retrouvera dans une fosse commune. Voilà le système de Sékou Touré. Quel que soit le service qu'on leur rend, eh bien, on n'échappe pas si on ne fait pas partie du sérail immédiat et de la famille de Sékou Touré, comme on l'a retenu ici et comme on le soulignera davantage. La collaboration entre Fodéba et Sékou Touré a fait couler beaucoup d'encre. Il y a des gens qui indiquent ici qu'il y a un pacte de sang entre Sékou Touré. Cela est plus proche de la légende. Il y a d'autres qui indiquent que Fodéba Keïta, c'était l'âme damnée de Sékou Touré, qu'il exécutait, qu'il était capable de deviner ce qui plaisait à Sékou Touré et le faire peut-être des fois sans en avoir reçu l'ordre. Quoique tout ça c'est douteux. Et on connaît, quand on a parlé de Koumanian Keïta ici, comment il a fait un réquisitoire extrêmement virulent contre Fodéba Keïta qui a été l'instrument pour le faire arrêter et le faire torturer, au même titre que Magasoba Moriba, dont on sait que lui aussi il fut pendu en janvier 1971 avec les Bari 3, les Bari Yawadou, les Bari 3, Balde Ousmane et Keïta Karar de Sofiana, une autre victime de la machine répressive à laquelle il avait contribué, laquelle il a contribué à la création. Donc, les légendes qui disent, pour essayer d'analyser jusqu'où Sékou Touré et Fodéba étaient liés, jusqu'où Fodéba était totalement aliéné par Sékou Touré, disent qu'il y avait un pacte de sang. Ça a été renvoyé par Kaba 41. On va le présenter ici parce que ça a l'air plus d'une légende et on va montrer comment il pêche d'un certain côté par rapport aux faits vérifiés. Il est dit que ce n'est pas par hasard que son cerveau, son corps, sa fortune, son cœur, celui de Fodéba a servi Sékou Touré aveuglement. Il s'est fait assassin alors que lui c'était un artiste. Les gens se posent la question de savoir pourquoi cet artiste qui a fait toutes les œuvres artistiques qu'on a montrées et qui a essayé de donner à l'armée guinéenne une coloration professionnelle, bien que à tendance stalinienne, comment cet homme-là s'est laissé embobiner par un Sékou Touré auquel il ne doit rien, ni en termes d'intelligence, ni en termes de capacité. Il est dit que le grand-père maternel de Fodéba se serait sacrifié pour sauver le fils de Samori quand ce dernier fut arrêté et mis en jugement. Ce fils avait fait massacrer les troupes coloniales. Archinard, qui était un conquérant français, décida d'en finir avec Samori et le prit captif. La véracité, maintenant, c'est cette légende qui dit qu'il y a un lien ancien entre Sékou Touré et Fodéba Keïta. Mais revenons à cette histoire qui dit que Fodéba a sauvé, le grand-père de Fodéba a sauvé le grand-père de Sékou Touré. D'abord, c'est discutable. On a discuté ici de l'ascendance floue de Sékou Touré. Il n'est pas prouvé que Samori soit son grand-père. Ça, on l'a discuté ici, ce n'est pas la peine d'y revenir. Et s'il y a nécessité, on y reviendra encore. Donc, et ensuite, le fait qu'on sait que Sékou Touré a fait tuer, lui, c'était un descendant direct de Samori. Donc, s'il y avait un pacte de sang, comment ça se fait que ce pacte de sang n'a pas servi plutôt entre Fodéba Keïta et Petit Touré? Quoique, on sait que la descente aux enfers de Fodéba a commencé quand il a refusé de faire arrêter Petit Touré quand ce dernier, en 1965, a déposé un projet de parti politique d'opposition comme c'était permis par la Constitution. Alors c'est peut-être ces relations qui se relèvent plus de la collaboration des amitiés qu'on a essayé de rationaliser sous forme de légende. Pour tout juste expliquer ce qui est extrêmement difficile à expliquer, la relation de servilité que Fodéba Keïta a eue
par rapport à Sékou Touré, surtout dans ses œuvres les plus macabres. Il anticipait les désirs de répression de Sékou Touré et il les exécutait, se rendant ainsi criminel devant l'histoire. Donc, ça c'est l'une des légendes. Maintenant, on dit aussi que Fodéba, du fait qu'il était criminel dans l'âme, il était craint par Ismaël et il a donné toute sa fortune, donc il avait une certaine ascendance. La famille de Sékou Touré craignait qu'il n'ait une ascendance trop forte sur leur frère parce qu'ils voulaient protéger que le pouvoir soit familial. Et on a rappelé ici que Koumanian a fait un réquisitoire extrêmement féroce et extrêmement puissant contre Fodéba Keïta, dont il a montré tous les méfaits en tant que tortionnaire, en tant que fabricant et exécutant de complot. Certains faits indiquent que, les faits qui sont vérifiés, que Fodéba, c'est lui qui a organisé les rafles, les célèbres rafles dans les villes pour soi-disant lutter contre l'exode rural. On savait que plus l'économie chutait dans les campagnes, plus les gens se réfugiaient vers les villes. Eh bien, à la manière des Cambodgiens de Pol Pot, ils décidèrent de pousser les gens à retourner vers leur village, même s'il n'y a aucune opportunité économique qui pourrait les y maintenir. Ils procédaient à des rafles énormes. Et il y a un épisode qui a été rapporté et vérifié qu'en une journée, ils ont raflé plus de 800 personnes. On les a mis au camp Alpha Yaya. Et donc, il y avait un gaz, dit-on, qui avait été donné par les soviétiques, qui est un gaz hallucinogène qui permet de pousser les gens à avouer des choses qu'on leur demande devant un interrogatoire. Mais comme les soldats n'étaient pas très expérimentés dans l'utilisation du gaz, eh bien, ils l'ont utilisé sur ces 800 personnes qui étaient emprisonnées. Et bien, sur ces 800 personnes, la moitié, soit 422, plus de la moitié, soit 422 personnes se sont retrouvées comme des cadavres. Donc, il y a beaucoup de gens, on sait que Kaba 41 c'est un militaire, donc il rationalise un peu ses comportements en essayant de disculper Fodéba, en disant que ce n'est pas lui qui a utilisé le gaz. Mais comment peut-il commander auprès des soviétiques dont on connaît la brutalité des gaz hallucinogènes qui permettent de manipuler l'esprit et de faire avouer des gens des crimes qu'ils aient commis et qu'ils n'aiment pas commis? C'est lui qui a été à la base de cette acquisition et qui a essayé d'entraîner des militaires pour qu'ils les utilisent. Et c'est lui qui a ordonné, c'est lui qui supervisait les rafles. Et ça, ce n'est qu'un épisode de ces rafles. Il y a des milliers et des milliers de Guinéens qui ont été raflés, torturés, dont les uns ont totalement disparu de l'arsenal mémorial, du mémorial de l'histoire de la Guinée. Et ces gens-là n'ont à incriminer qu'un certain Fodéba Keïta, qui était l'architecte de ces œuvres, avec, il faut bien le préciser, l'assentiment de son maître, dont on le comparait comme étant le chien. Et en plus, c'est lui qui a bâti le camp Boiro en 1960. Et il a envoyé des tortionnaires étaient en formation. C'est pas Fodéba qui les a envoyés en tant que tels. Parmi eux, il y avait Siaka Touré, qui étaient à Moscou. Là, ils suivaient des études de police politique. La prison de Camboiro fut construite en 1961 par les Tchèques, sous l'égide de Fodéba Keïta, qui était ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, en même temps ministre de l'Armée populaire guinéenne. Quand les bâtiments furent achevés et les cellules, Fodéba invita un jour le docteur Roger Akar, alors ministre de la Santé, à visiter les lieux et à donner son avis. La visite terminée, le docteur Akar posa une question et une seule à Fodéba. C'est ici que vous allez mettre des hommes. Et alors, c'est fait pour ça, nous répondit le ministre. Ce n'est pas croyable, Fodéba. Les cellules n'ont même pas de fenêtres et pas de plafond. Avec les hommes mis ici perdant la vie en mourant comme des mouches. Ça suffit, coupa le ministre de la Justice, le ministre de la Sécurité et de la Défense, qui était Fodéba. La visite se termina sur ses entrefaits. C'était un homme de poigne et
il voulait mettre un ordre, comme on a dit, stalinien à la dévotion de Sékou Touré dans l'armée. Il exige une discipline militaire, mais en même temps, il construisait, il faisait des réalisations de bâtiments. Il a fait construire des bâtiments au camp Alpha Yaya, au camp Samori, et il a construit aussi la fameuse prison, le bloc du camp Alpha Yaya, ainsi que le camp Boiro, qui était le camp de la garde républicaine. Et voyant sa popularité monter dans l'armée, parce que bon, comme on le voit avec le témoignage de Kaba 41, il jouissait d'un prestige parce que c'était un homme d'action. Et dans l'armée, on ne se préoccupait pas de ce qu'on croyait comme secondaire. Sa cruauté qui a fait périr beaucoup de Guinéens. Il était bien apprécié par beaucoup d'officiers militaires. Mais cette popularité, eh bien, elle va lui coûter d'être déchu et plus tard d'être exécuté. C'est en 1965 que, soit 7 ans après l'indépendance, que cette popularité commence à chuter. On a vu ici, j'ai rappelé brièvement, en 1965, il y a eu ce qu'on a appelé le complot des Petits Touré. Eh bien, comme on l'a dit, Petit Touré, quand on a dit à Fodeba de faire arrêter Petit Touré, eh bien, il a dit que ce qu'il a fait est tout à fait légal. La Constitution permet la création de partis. Et ils ont déposé un statut qu'ils ont informé Sékou Touré avant de le promulguer publiquement. Et Sékou Touré leur a donné leur accord et il a refusé de faire arrêter Petit Touré. Et ça va lui coûter sa disgrâce. Parce que dès après ça, on va à la levée de l'armée, on va le nommer comme ministre de l'économie rurale. Mais là aussi, il essaiera de faire de son mieux, parce que c'était un serviteur aveugle et docile. Il essaiera de faire de son mieux pour essayer d'améliorer l'économie agricole, l'économie rurale guinéenne. Mais il était déjà dans le collimateur de Sékou Touré et de sa famille, et en particulier de Ismaël, qui poussait son frère derrière en insistant sur le fait que la popularité de Fodeba en faisait une victime de choix pour qu'ils sauvent leur régime familial. C'est ainsi que, en 1969, quand ils ont voulu liquider toute l'armée guinéenne, on a insisté ici pourquoi ce complot a été inventé de toutes pièces, c'est parce que Modibo Keïta, qui était l'allié de Sékou Touré, s'est fait déboulonner et Sékou Touré a voulu agir de façon préemptive, comme il le faisait toujours, pour décimer l'armée. Il décide d'introduire le parti, de bousiller la hiérarchie et créer la milice populaire comme contrepoids à l'armée, histoire de neutraliser les officiers. Et ensuite, il se retourne en disant que les officiers n'étaient pas contents de cette popularisation. Il crée les conditions pour frustrer les gens et il se retourne pour dire que ces gens-là ont voulu comploter parce qu'il a voulu réduire les castes militaires. Et c'est ce complot-là qui va emporter, qui est de toutes pièces, qui va emporter Fodeba Keïta, Barry Diawadou, Fofana Karim, et qui seront arrêtés. Et Kaman Diaby, comme on l'a dit, on l'appellera le complot Kaman, Fodeba, et vers la fin, on va rajouter Diawadou Barry. Et ici, on va sauter tous les épisodes d'un certain qu'on a mentionné ici, notamment l'arrestation de Karim Fofana et ses tortures. Ceux qui veulent voir peuvent les écouter sur YouTube. Eh bien, toutes ces personnes-là furent arrêtées lors de ce fameux prétendu complot et elles seront exécutées en mai 1969. Kaba 41 donne une description graphique de la mort de Diawadou et de Fodeba Keïta en particulier. Donc, on les amène au champ de tir de Gangan, là où on dit que leurs corps sont toujours sous l'ombre du silence, et on les met ensemble. Fodeba était à côté de Diawadou. Diawadou récitait le Coran, on leur fait creuser leur tombe. Pendant qu'ils creusaient leur tombe, Diawadou n'arrête pas de réciter le Coran. Et Fodeba pleurait. Il dit à Diawadou ce qui s'est passé
est passé, tu étais du BAG et moi du RDA, c'est de la politique. Toi et moi, nous sommes maintenant devant Dieu, c'est-à-dire devant la mort. Nous devons nous pardonner nos erreurs d'hier. Vois-tu, nous avons la même tombe, donne-nous la main, tiens, voici la mienne. Fodeba tendit sa main à Diawadou, Diawadou la refusa, et à ce moment, des rafales de mitrailleuses s'abattirent sur eux. Chaque tireur, pour s'amuser, vida son chargeur au jugé. Tous les corps furent projetés par derrière, en dehors du trou. Un membre du BPN, et dont on soupçonne qu'il est ici, quand dirais-je, Keita Mamadi, passa pour donner les coups, exécuter les coups de grâce. Eh bien, il passait devant chaque cadavre et il le soulevait et il tirait une balle sur le front ou sur l'oreille. Et ensuite, on amena, quand il vint devant le cadavre de Fodeba Keita et de Diawadou, le membre du BPN resta plus longtemps qu'il ne l'avait fait devant ceux des autres assassinés. Bari Diawadou avait sa tête sur la poitrine de Fodeba, dans cette position de deux amants endormis, épuisés d'étreinte. Fodeba, le visage tourné vers le ciel, celui de Diawadou vers la terre. Le ministre même qui faisait les coups de grâce, et dont on soupçonne que c'est Mamadi Keita, dit ils furent de grands hommes, prononça le membre du BPN comme pour lui-même. L'officier à ses côtés l'entendit et dit à son tour, tous ceux qui sont là furent des grands hommes, n'est-ce pas? Le ministre à cette réplique tenta de se ressaisir, il se raidit, brièvement, mais sa voix trahissait. Il avait refusé de quitter la poitrine, elle avait refusé de quitter sa poitrine pour le suivre dans sa reconquête de sa personne. Ils quittèrent enfin les deux cadavres et poursuivirent leur contrôle, mettant un petit trait devant le nom de chaque abattu en s'éclairant d'une torche de poche. Les phares des camions et des jeeps de commandement trouvaient toujours la nuit. Les soldats tireurs avaient été derrière eux. Il leur donna l'ordre d'amener des gradeurs pour recouvrir les cadavres. À peine les corvéables se saisissaient de pelles qu'un vent formidable se leva et roula sur tout le bas de la montagne comme pour rendre à la place des humains un dernier hommage à ces hommes qu'on ensevelissait là, ces hommes qui ont dit non à la domination étrangère pour dire oui à une Guinée libre, heureuse, ces hommes qui ont fait de longues et bonnes études, qui ont sacrifié leurs biens, leurs familles pour que la Guinée vive et prospère. À ces hommes dis-je, et ça c'est Kaba 41 qui le dit, que nuit et jour, sous le soleil et sous la pluie, ont donné plus que le meilleur d'eux-mêmes à ses coups et à sa prétendue révolution, qui ont piteusement perdu leur vie sans l'avoir pleinement vécue. Aucun d'entre eux, à part Bari III, Bari Diawadou, n'avait ses 50 ans. Donc voilà comment ils furent exécutés, rapporté par Kaba 41 qui était un militaire qui sera arrêté en 1971 et qui échappera par miracle des geôles de Sékou Touré. Enfin, pour terminer, je rappellerai ici rapidement quelques œuvres de Keita Fodeba. On a parlé des ballets africains. Il était musicien et chorégraphe. Il a fondé avec Fasseli Kanté. Il était auteur avec le musicien français Louis Cellier de l'hymne national de la Guinée et d'autres poèmes et chansons, aube africaine, postface, poèmes africains et d'autres traités comme le théâtre africain, le maître et l'école, les hommes de la danse. Ces poèmes anticolonialistes avaient été interdits pendant la colonisation à partir de 1951 et on le contraindra, il sera republié et publiera en 1969 postface, peu avant de mourir. Donc voilà ce que j'avais comme présentation succincte sur la vie, l'œuvre de Fodeba, l'un des architectes de la machine de répression du PDG et qui en fut aussi une victime. Je vous rends la parole, je vous remercie. Merci Bachir. Et nous allons, comme on le fait souvent, passer la parole au panel de la commission centrale. Monsieur Lamine Diallo, si vous avez la parole, on voudrait avoir votre contribution. Alors, merci beaucoup. Merci Barry pour l'introduction. Bachir, merci pour cette présentation sur la vie de ce débat et son rôle dans la Guinée indépendante.
Merci aussi. Toujours, je remercie l'équipe de Fréquence Scandale pour avoir mis cette radio à notre disposition pour qu'on parle de la Guinée. Je salue tous les auditeurs de Fréquence Scandale à travers le monde. Et donc, comme aujourd'hui l'émission c'est sur Fodeba Keïta, je vais un peu développer, parler de ce que je sais, de ce qu'on m'a raconté sur sa vie. Comme Bachir l'a indiqué au cours de l'émission, effectivement, Fodeba Keïta a été l'élève de mon père à l'école primaire. Et d'après ce que je sais de ce passé et de cet événement, c'est que quand mon père, il s'appelait Alpha Ousmane Diallo, et quand il a fini ses études à William Ponty, on l'a affecté à Siguiri. C'était son premier poste d'enseignant. Arrivé à l'école, maître a revu la liste des élèves qui étaient là et il a vu qu'il y a un élève qui était là, qui était toujours classé premier et qui n'était plus en classe, qui ne venait plus à l'école. Et il a demandé, l'élève s'appelait sur la liste Rabat Fodeba Keïta. Donc, il a demandé après l'élève, il dit, mais où est ce garçon-là? Fodeba Keïta, je ne le vois plus ici, pourtant il est très bien. Il lui dit non, son père là, est venu le chercher, il ne veut plus qu'il continue à l'école ici, il a meilleur. Alors mon père est allé voir le père de Fodeba Keïta. Et il est allé chez lui, il a dit, bon, écoute, il s'est présenté, il dit, bon, moi je m'appelle Alpha Ousmane Diallo et je suis maître ici à l'école primaire de Siguiri. On m'a dit que Fodeba Keïta est votre fils. Mais je ne le vois plus à l'école. Et pourtant, c'est un élève très intelligent. Il est toujours classé premier. Donc, j'aimerais qu'il retourne à l'école. Donc, je suis venu te demander d'accepter qu'il retourne à l'école, qu'il fasse ses études. Son père a été un peu réticent. Le père de Fodeba a été un peu réticent. Il lui a dit, moi, franchement, j'aimerais qu'il m'aide aux travaux champêtres ici. Je n'aime pas qu'il continue ses études. J'ai besoin de mon père a un peu insisté. Alors, il y a eu des tiraillements entre eux. Mais finalement, le père de Fodeba Keïta a accepté que Fodeba retourne à l'école. Alors, il a appelé le jeune Fodeba. Il lui a dit, Fodeba, il a dit à Malinké, viens ici. Il dit, je suis ton père maintenant, il faut le suivre. En pointant du doigt mon père. Donc, Fodeba, c'est comme ça que Fodeba est retourné à l'école. Je dois dire ici que Fodeba Keïta, c'est un Djubaté. Et le nom, d'après ce qu'on m'a dit, le nom Fodeba Keïta, c'est l'homonyme. C'est un homonyme. Vous savez, en Afrique, on a la tradition de donner le nom d'un bébé à un ami ou à un parent. Donc, il porte le nom d'un Fodeba Keïta. C'est pour cela que ce Fodeba est resté et il a été inscrit à l'école comme ça. Fodeba Keïta. Donc, on le connaît. Donc, c'est comme ça que Fodeba Keïta a continué ses études. Il a fini l'école primaire, c'était très brillant. Et il est allé à Polytechnique et a mis plutôt à William Ponty, où il a fini ses études. Et Bachir nous a fait le reçu de sa carrière, de son scolaire. Donc, sur ce plan, c'est ce que je sais du fait aussi qu'il a été l'élève de mon père. Et maintenant, en revenant sur ça, certainement, il est très connu, surtout à la période coloniale, pour avoir créé les ballets africains. Comme il était brillant, il s'est orienté vers l'art et il a fait connaître au monde entier la culture africaine et a révalorisé la culture africaine. D'ailleurs, ça lui a valu beaucoup de harassement de la part des colons
parce qu'ils présentaient à l'époque l'Afrique comme des Africains, comme des gens arriérés, des gens sans culture. Et le fait que Fodeba a créé ces ballets et que ces ballets ont eu énormément de succès et qu'ils étaient bien faits, ça a quand même détruit la théorie selon laquelle les Africains étaient des êtres inférieurs. Et ça a contribué à détruire ça et ça a été une très bonne action. Ce qui est certain aussi, c'est que Fodeba est allé partout en Afrique chercher des artistes, au Cameroun, au Sénégal, au Mali, en Guinée. Partout, il a cherché des artistes et ils sont venus avec les chansons traditionnelles de leur pays et ils ont créé ces ballets et ces ballets ont énormément de succès. Et Fodeba s'est enrichi dans le processus, il est devenu un homme très riche. À cette époque, il a épaulé, il a intégré le RDA, je ne sais pas à quelle période, mais il a été d'un secours énorme à Sékou Touré. Parce que pendant longtemps, il a financé aussi le PDG. Il a fait partie des gens qui ont financé Sékou Touré et il s'est aussi occupé d'Ismaël Touré, d'après ce qu'on m'a dit. C'était grâce à lui que Ismaël Touré a pu survivre en France là-bas parce qu'il était au chômage. Et Fodeba lui avait donné, on m'a dit que Fodeba lui avait donné du boulot dans sa troupe théâtrale. Donc, la Guinée a eu son indépendance, comme beaucoup de cadres africains. Il est rentré en Guinée et il s'est mis à la disposition du nouveau régime, du nouveau pays indépendant. D'ailleurs, il est dit que la maison qui sert d'ambassade de chancellerie au gouvernement guinéen, à la Guinée, à Paris, c'est la maison de Fodeba Keïta qu'il avait donnée à la Guinée en cadeau pour que la Guinée fasse de cette maison son ambassade. C'est comme la maison, la chancellerie qui est à Dakar. La maison, c'est une maison qui appartenait à Fodeba Keïta qu'il a donnée à la Guinée. Pratiquement, il a mis toutes ses richesses à la disposition de la Guinée et il est rentré au pays. Quand il est rentré, Sékou Touré l'a nommé ministre de la Défense. Alors, comme c'est indiqué, si Fodeba a été une personne controversée en Guinée, parce que malgré tout ce qu'il a fait de bien pour ce régime-là et sa lutte pour l'émancipation africaine, quand il est rentré en Guinée, il est devenu ministre de la Défense. Il a participé à ces répressions dont Bachir a mentionné dans son exposé. D'ailleurs, vous savez, il y a eu beaucoup de complots avant celui de 69. Il y a eu le complot de ce qu'on a appelé les intellectuels véreux, où on a l'avocat Ibrahima Diallo et l'imam de la mosquée de Coronti ont disparu. Ils sont arrêtés, disparus, qu'on a fait disparaître sans jugement. Et au débat aussi, en 1965, je crois, avant 65, 61, il y a eu le soi-disant complot des enseignants. Et là, ce débat a participé à la répression du corps des enseignants à l'époque. Et même des élèves grévistes, parce que les élèves avaient grévé pour supporter les enseignants et ils ont été réprimés de façon violente. Et ça, c'est l'armée guinéenne qui les a réprimés. Et d'ailleurs, dans son livre, comme Bachir l'a mentionné, Ndiaye Keïta, qui était le chef des syndicats des enseignants de la Guinée, a parlé des sévices qu'il a reçus en prison et qui lui ont été infligés par Fodeba Keïta. Donc, ça a d'ailleurs traumatisé comme Ndiaye Keïta et ça l'a poursuivi toute sa vie. Il était humilié quand il est sorti de prison. Alors, il y a cet aspect. Mais en 1965, quand, à la suite de la loi cadre de 64, les commerçants dirigés par Petit Touré ont créé un parti politique pour challenger Sékou Touré aux élections présidentielles de 1967. Sékou Touré a effectivement ordonné leur arrestation. Ils sont allés présenter comme en visite courtoise, ils sont allés présenter la liste des enseignants
de la liste des membres de leur parti à Sékou Touré, et Sékou Touré leur aurait dit d'aller voir Fodeba aussi, et entre-temps, il a appelé Fodeba au téléphone pour lui dire, écoute, quand Sékou Touré va se présenter devant toi avec ces gens, il faut les arrêter. Fodeba aurait rétorqué que non, on ne peut pas les arrêter pour avoir créé un parti politique, c'est normal, c'est dans la loi guinéenne. Donc ça a été là la source de conflit entre Fodeba Keïta et Sékou Touré. Et il y a un autre facteur de leur conflit, c'est l'arrestation d'Askar Marof, qui était ici l'ambassadeur de la Guinée auprès des Nations Unies. Là aussi, pour des raisons d'ailleurs dont M. Sankarela a parlé dans notre émission en Poulard, il aurait été accusé d'avoir détourné ou de malversation financière ici en Amérique, M. Askar Marof. De toute façon, nous, ce que nous disons ici, c'est que comme il n'a jamais été jugé pour ses crimes, et comme toutes les autres personnes arrêtées en Guinée qui ont disparu dans les geôles du régime de Sékou Touré, ils n'ont jamais été jugés à cause ou alors présentés devant un tribunal et eu l'opportunité de se défendre, comme cela se doit dans un état de droit. Donc nous les considérons toutes ces personnes comme des personnes innocentes. Ils n'étaient pas innocentes, le gouvernement guinéen aurait eu, le régime de Sékou Touré aurait eu le courage de les juger en leur présence, comme cela se doit. Donc là aussi, Askar Marof ne voulait pas revenir en Guinée. Et c'est par le biais de Fodeba, Sékou Touré qui allait dire à Fodeba, mais tiens, Askar Marof ne veut pas revenir, il faut lui dire de revenir. Et Fodeba lui aurait garanti sa sécurité s'il revenait en Guinée. Mais quand il est revenu, on l'a arrêté, on l'a jeté en prison. Et ça a été aussi un point de désaccord entre Sékou Touré et Fodeba Keïta. En 1969, le complot des enseignants, non des militaires, soi-disant complot des militaires, là aussi on a fait des émissions là-dessus. Fodeba Keïta et Kamang Diaby ont été arrêtés et on a appelé le complot des fois complot Kamang. Fodeba Kamang ou le complot des militaires, et on les a fait disparaître en prison parce qu'il a raconté les circonstances dans lesquelles ils ont été exécutés. Et tout ça, c'est regrettable pour la Guinée. Parce que quand on a un mauvais président, un président criminel comme Sékou Touré, cela conduit à beaucoup de personnes de se comporter de façon criminelle aussi. Hein? On a vu le cas d'Émile Cissé ici. Hein? Une personne dans les conditions normales, si le gouvernement guinéen ne favorise, ne se serait pas comporté de cette façon. De la même façon, on a vu le cas de Fodeba Keïta, qui a été un combattant pour l'émancipation africaine pendant la période coloniale, mais qui, en tant que ministre de la Défense, a fait des actions condamnables, vraiment regrettables, parce qu'il a participé à la répression de ce système-là. Et c'est ce qui nous est arrivé, c'est ce qui a conduit la Guinée aujourd'hui là où elle est. Tous ces massacres, ces tueries, ces violations des droits de l'homme, et qui a permis cette culture de la médiocrité, qui a permis aujourd'hui à des gens comme les Lansana Conté, les Dadis Camara et finalement les Alpha Condé à être président d'un pays. C'est de la Guinée. Donc, c'est ce que j'avais à dire sur le régime de Sékou Touré, et d'annoncer la vie de Fodeba Keïta que je fais. Donc, c'est un personnage public, et donc nous, notre devoir ici, c'est de parler de la Guinée et des acteurs de cette période. Il était un acteur de cette période. Et c'est ça, et il a été une victime aussi de la répression sanguinaire qui a été imposée à la Guinée par le régime de Sékou Touré. Donc je viens jusque-là et je remercie encore Fréquence Scandale pour ça. Je vous rends la parole.
Merci, M. Diallo, pour votre contribution. Et toujours, on va continuer avec le panel de la commission centrale. Je ne sais pas si M. Thierno Ibrahima Diallo est à l'écoute. On lui passe la parole. Non. Et la Sankarela, vous voyez Thierno Ibrahima ou bien Non, il n'est pas en ligne? Il n'est pas là. Ok. Donc, la Sankarela, maintenant la parole est au panel de la grande Radio Fréquence Ganda, pour votre contribution, comme vous le faites toujours très positive. Bon, je crois que tout a été dit. Il faut seulement reconnaître que Fodeba, au grand moment de sa gloire, a commis beaucoup de crimes. Il a été victime, c'est vrai, mais il a commis des crimes. Beaucoup de jeunes filles ont été tuées par lui, soi-disant qu'il fallait les envoyer à Koundara travailler. Non. Avant d'arriver là, ils étaient tous morts. On les ramassait à Conakry et on les mettait dans des camions pour le camp Al-Faya avant d'être envoyés vers Koundara, dit-on. Mais on les envoyait à la morgue. Non, pas à la morgue, je disais dans les cimetières directement. Beaucoup, à milliers, ont été raflés à Conakry, surtout à côté du marché Niger, qui était à l'époque l'un des plus grands marchés de Conakry, avant que Madina ne soit créé, et qu'on l'ait appelé marché Mbalia. Et ça, c'est le hangar seulement qui se trouve à l'intérieur de la cour du marché de Madina, qu'on appelait le marché Mbalia, qui a été fait après la loi cadre. Et c'est qu'on l'a surnommé marché Mbalia. Le cas de Koumania, vous le savez, Bachir en a parlé et Koumania lui-même a écrit. Parce qu'il manipulait. Il jouait sur le moral des prisonniers pour les déstabiliser complètement. Ce qu'il a fait à Koumania et d'autres. Fodeba, au moment de la construction du camp Boiro, était intervenu personnellement. Quand l'architecte qui s'occupait de cette construction a dit que les cellules étaient petites, le plan qu'il a fait, Fodeba a fait changer, a dit que non, il faut changer. Et l'on se souvient, c'est les constructions métalliques de Dixit qui avaient construit la structure du bâtiment du camp Boiro, parce qu'il y avait d'anciennes prisons, mais c'était en fait le lieu de punition des officiers récalcitrants. Et ça, il y avait tout. L'on se souvient également qu'au départ, les gens qui avaient été arrêtés dans les complots des enseignants, on leur avait donné des lits. Et beaucoup ont témoigné, et quand il est venu, il a supprimé tous ces lits. Il a dit qu'il les a mis par terre. Mais au moment où il construisait, je le disais tout à l'heure, le vrai camp Boiro, c'est lui-même qui a donné les dimensions. Et les portes en bois qui étaient prévues, il a dit non, qu'il faut mettre des portes métalliques. Et les fenêtres que l'autre avait prévues, il les a changées en un petit trou, juste pour que l'air puisse passer, et sans qu'on voie à l'extérieur. Et dites-vous bien que celui qui avait prévu tout ceci-là, il avait prévu même des grillages anti-moustiques. Mais tous ces grillages-là, il les a bannis. Sur la porte, il avait mis un petit trou en bas pour la circulation de l'air entre là et le petit trou en haut derrière. Donc on mettait plusieurs personnes dans ces trous-là
Et comment pouvaient-ils vivre? C'est comme ça que beaucoup sont morts. Et de maladies et des choses. Sans toilette, une prison sans toilette. Dans tous les pays du monde, on prévoyait au moins un trou pour les toilettes. Mais Fodeba a refusé. Il fallait que chacun transporte son pot, comme on l'appelait à l'époque, pour aller les déverser, si ceci était possible. Et quand on mettait 10 personnes dans une cellule, où il ne fallait qu'une seule personne, vous comprenez bien que ce pot-là est insuffisant. C'est comme ça qu'ils ont tué les gens. Les gens étaient considérés comme des animaux. Et Fodeba est passé par là aussi, comme un animal. Il faut reconnaître qu'il a été aussi victime de ces coups, mais il a payé ce qu'il a donné. C'est ça en fait. On ne peut pas aller plus loin. Et comme je le disais, en Poulard, il faut que les gens comprennent. C'est vrai, Kashkar Marov a aussi été victime de ces coups, même si Kashkar Marov, c'est pas pour un complot qu'il a été arrêté, mais il a été victime de ces coups pour son amitié avec Fodeba. C'est ça la réalité. Mais il avait vendu l'un des immeubles que Teli avait pu acheter avec l'argent qu'a donné Nkrumah. Nkrumah avait donné 10 millions de dollars à l'époque à la Guinée pour pouvoir s'installer. Et c'est dans cet argent que Teli avait acheté toutes ses ambassades. Les gens pensent que c'est 10 millions de dollars que Kwame Nkrumah avait donné pour l'installation, parce que c'est Kwame Nkrumah qui s'occupait, c'est l'ambassadeur du Ghana qui s'était occupé de l'installation de la Guinée aux Nations Unies, parce que le Ghana est venu avant. C'est ça qu'il y avait comme contribution. Je pense que là, Jibrem est là. Et son micro est ouvert, et s'il y a quelque chose à ajouter, on ira en France après avec Mamadou Saïdou, qui veut certainement ajouter quelque chose. Ok. Bonsoir, Raj. Vous m'entendez bien? Très bien. Ok, je vous remercie et bonsoir au panel de la Commission centrale de fréquence Gandal. Et je suis très heureux d'être là ce soir encore. Là, c'est des souvenirs, des souvenirs vraiment d'une enfance assez tendre, je dirais, parce que j'étais au primaire. Et Dieu a fait aussi que nous avons habité la ville, c'est-à-dire le long de la route du Niger, entre le marché de Yengema et la routière, si vous voulez, le carrefour Karaouni et la routière de Conakry. Et toutes les cérémonies de réception, c'était là. C'était les Champs-Élysées de Guinée à l'époque. Étant jeunes, nous reconnaissions les ministres à travers les numéros de leurs véhicules, et la particularité d'Ismaël Touré avec sa Pontiac toujours verte. Et nous savions aussi que des motos à l'époque s'appelaient Harley Davidson. Et c'était une tendre enfance assez innocente, je dirais, pour ne pas dire trop belle. Alors, mes frères et sœurs, pour parler de M. Keda Fodeba, je vais simplement ressortir deux éléments. J'ai fait mon primaire à l'école de Tombo. Et comme je vous disais, nous avons habité la cité chemin de fer. Il était souvent des occasions pour nous de passer par la corniche, traverser le camp Samori et venir traverser le camp, le terrain de la mission et ressortir par la petite porte à la route du Niger, venir à la maison. Donc j'ai eu à connaître le camp Samori à l'époque, et le génie militaire qu'il avait créé a permis de recouvrir, de revêtir de goudron les artères de Conakry. Parce que lorsque le colon est parti,
ce n'est pas le service des TP qui s'est occupé de l'entretien de la réfection des rues de Conakry. Toute la corniche de Conakry, et le goudron s'arrêtait à l'époque au commissariat de Ratoma, avant de traverser le pont Kimbol et à quitter, tout ça c'était de la latérite, jusqu'à l'arrêt du bus de Caporo. Le goudron a été continué là, et là c'est du Fodeba. Et aussi au niveau de la corniche sud, le goudron s'arrêtait à un moment à Petit Moscou, mais jusqu'aux environs de Bessia, ça encore c'était l'armée guinéenne. Bon, en plus de l'hymne national, le concert du bébé à regard sur le passé, c'est sous la direction de M. Keta Fodeba aussi. Et les paroles de l'hymne national, c'est lui, et la musique inspirée de l'air d'Alpha Yaya, de Bermankan, c'est de M. Jean Cellier, qui était justement le directeur de l'École nationale de musique, qui est devenu le 1er mars de Matam, actuellement. Alors, point de vue artistique, c'est lui qui a fait connaître M. Kouyaté Solikanja, et la feu Kouyaté Solikanja dans les ballets africains. Et tout à l'heure, il a été dit que beaucoup d'artistes africains, comme vous savez, c'est les ballets africains, effectivement, les Italo Zambo, les Bakary Sissoko. Bakary Sissoko, c'est pas de la Guinée, mais Italo Zambo aussi n'est pas de la Guinée. Il y avait des Béninois aussi, à travers les chansons. Mito Soya, c'est béninois. Et il y avait Sakoliki Ambiance du Zaïre, et tout ça, etc., etc. Mes frères. Alors, point de vue littérature, je vais juste donner quelque chose. Ce n'est pas seulement ce qui est mauvais qu'il faut dire, mais lorsqu'on dit qu'il est diabaté quelque part, vous voyez le lien entre les ballets africains, et il était en même temps aussi président du jury de la quinzaine artistique. Lui et M. Mamouna Touré, c'était eux les deux principaux. Et aussi le concert du Bembea, avant le complot, avant ce qu'on a appelé le complot des enseignants. Alors, côté littéraire, ce que moi je connais, c'est surtout la chanson de Dioliba. Et alors, il y a juste quelques petites phrases, quelques phrases que je vais donner. Des chansons de Dioliba, 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 nom combien évocateur. Descendu des derniers contreforts du Fouta Diallo, tu viens t'associer, généreux et fécond, à la vie de paysans de Guinée. C'est toi qui, à travers d'innombrables méandres, apporte discrètement à chacune de nos plaines un message de paix et de prospérité. Tu t'es prodigué à cette terre de latérite et de grès pour que vive toute une race. Les bergers qui, chaque jour, promènent leur troupeau le long de tes bords verdoyants, te vénèrent tous et dans leur solitude te chantent sans relâche. Juchés sur les miradors de bambou, au milieu de vertes rizières qui s'étendent à perte de vue, dans les vastes plaines que tu as fertilisées, les enfants torse nus et maniant la fronde, fredonnent tous les matins ta chanson, la chanson de Dioliba. Je m'arrête là pour cela. Pour la beauté d'un texte, bon Dieu, de ce monsieur qui a été prolifique en création artistique et littéraire et qui s'est retrouvé dans un jeu qu'il n'a pas pu maîtriser et contrôler. Et ça l'a emporté. Et puis, Sékou, à un moment, a tout fait pour que Feu Kouyaté Solikanja fasse une chanson dans laquelle il parlerait mal de Fodeba. Et si vous avez remarqué, pour ceux qui comprennent Malinké, Kouyaté Solikanja, il parle des ennemis de la Guinée, il peut en parler. Le plus souvent, il dit la Guinée du Goulou. Et ça, quand il chante en groupe, c'est avec des chansons qui ont déjà été créées auparavant, telles que Sakhodougou. Mais lorsqu'il s'agit de vanter Sékou et d'insulter ou bien de parler mal des ennemis de Sékou, il prend son connu traditionnel, il s'arrête.
c'est le cas de Soarissi. Dans Soarissi et Sakhodougou, il dit deux choses. Il dit la même chose deux fois. Là, on dit que les gens ne te connaissent pas, ils ne te connaissent pas, c'est pour ça qu'ils jouent avec toi. Parce que tu n'es personne d'autre qu'une hyène affamée, c'est-à-dire à jeun, et un python à 7 têtes, ou à 9 têtes. Almilombi. Sulku Sunto, Tursa Konondo. Alors là, c'est lui seul, Kandja seul qui chante, mais il n'a jamais prononcé le nom de Fodeba. Parce qu'il sait que Fodeba a été la personne à partir de laquelle il a connu l'extérieur. Son nom est ressorti mieux. Alors, mes frères et sœurs, il n'est pas aisé, on ne finira jamais de parler de Sékou. Ce camp dont on parle, je l'ai connu pour y avoir séjourné. Et il avait aussi, comme un autre, qui veillait sur lui, pas seulement Ismaël, il y avait Kera Karim qui avait créé le petit commissariat spécial, la petite police politique au camp de la Camarenne. Et Kera et Ismaël en sont pour quelque chose, pour ce qui est de l'évacuation ou bien du limogeage politique de Fodeba Keïta. Alors je vais m'arrêter là, mais c'est quelqu'un qui, 68-69, comme on cherchait à avoir des voitures, on n'avait que les Volga, les Moscovitch et autres, une voiture américaine, c'était quelque chose pour nous. M. Mamna Touré avait une Nova, Fodeba avait une Nova, ils avaient tout ça, couleur rouge et puis couverture capot cuir. Lorsqu'on voyait M. Ismaël, c'était autre chose. Et tous les autres ministres, à l'époque, étaient en DS-19. Mais quelque chose de rare, sinon c'était la Mercedes. Supposé être. Je vous remercie. Je m'arrête là pour vous. Ella Sankara va passer la parole maintenant à M. Saïd Diallo de la France. Il est à l'écoute. Il est sorti pour le moment. Ok. Ouais. Voilà, donc merci El Haj Sankara, merci El Haj Ba. Et nous avons reçu quelques questions que nous allons transférer à ceux qui ont fait l'exposition et à tous ceux qui veulent intervenir. La première question est la suivante. Et au cours de vos recherches, Monsieur Ba, avez-vous trouvé un seul Guinéen qui a échappé au système d'extermination humaine de Sékou Touré dû à son apport au développement de notre pays ou bien dû en tout cas à une qualité quelconque? Ça c'est la première question à M. Boubassé. Non, on a, ça c'est facile à résumer. On a dit, même ceux qui ont servi aveuglément Sékou Touré dans ses dessins les plus noirs et dans ses actions les plus macabres se sont retrouvés au bout de la corde ou bien sur le peloton d'exécution. N'ont échappé que les membres proches de sa famille, le clan Touré et le clan Keïta, comme on le disait, c'est-à-dire la famille putative de André Touré. Donc il y a personne qui échappait. C'était pas. Il faut qu'on rappelle ici, on a dit plusieurs fois ici, c'était pas un parti politique, c'était pas un régime politique, c'était une mafia familiale qui agissait composée de ratés de la vie qui sont amers et qui voulaient se venger de Dieu de les avoir créés. Tous, aucun d'entre eux n'a fait des études universitaires ou des études supérieures de l'époque, à part Mamadi Keïta, qui, lui, se retrouva avec une licence de philosophie, mais qui en même temps devint un exécuteur de basses œuvres, un gars qui administrait les coups de grâce
devant des gens qu'il a connus ou qui l'ont connu jeune ou même en train d'évoluer. Donc voilà, c'était une mafia familiale très macabre qui malheureusement a été assez astucieuse pour s'emparer de slogans émancipateurs et qui en a fait le paravent pour masquer leurs crimes. Tout ce que l'Africain de l'indépendance et même d'aujourd'hui aspire à être, ils ont pris ça et se l'ont approprié. Ils sont dit qu'ils sont plus africains que n'importe qui, plus honnêtes que n'importe qui, pour tout juste masquer deux choses qu'il faut bien qu'on retienne, leur cruauté et leur incapacité. L'une entraînant l'autre, et les deux dialectiquement liés. Personne ne peut échapper à ce système qui est fait pour tuer. C'était pas possible. Ceux qui ont échappé par miracle, ils le savent, ils le disent, les gens de sa génération, ils ne savent pas comment ils l'ont fait. Je vous remercie. Voilà. Et la question suivante, la question qui suit, dit ceci. Je suis produit de de l'immigration guinéenne. Je suis né en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas connu le régime de Sékou Touré. Bon, mais j'ai entendu parler de Sékou Touré comme étant un héros africain. Mais, Monsieur Ba, quel lien faites-vous entre la violence qui persiste dans notre pays aujourd'hui, la Guinée? Je vais parler des massacres du 28 septembre, de l'empoisonnement et tout ce qui s'ensuit. Nous suivons tout le temps ce que subissent les femmes guinéennes, des crimes qui ne sont pas en tout cas reportés dans les autres pays africains. Quel lien faites-vous entre donc le régime de Sékou Touré, sa politique et la violence que subissent les Guinéens actuellement? Ah ben oui, dans l'histoire, rien ne vient ex nihilo, rien ne se produit comme ça. Dans la nature, il y a des accidents, il y a des violences qui émergent comme ça de façon spontanée. Dans l'histoire humaine, l'histoire des sociétés, rien n'est spontané en politique. Tout est construit, tout tient à quelque chose. La Guinée d'aujourd'hui, c'est la Guinée de Sékou Touré, que Sékou Touré a pensé créer une Guinée de misère pour qu'il puisse régner. On prend un Dadis, le soldat Dadis, le soldat Lassana Conté. Les deux sont les sous-produits de deux facteurs. Le premier, le démantèlement de l'éducation pour ce qui est de Dadis, et le premier, le démantèlement de l'armée pour ce qui est de Lassana Conté. Donc c'est des fils de Sékou Touré, tous les deux. Et si on prend un Alpha Condé aujourd'hui, un aventurier de la pire espèce, il ne fait que profiter, et d'ailleurs, il vient utiliser les reliquats, les avatars du système de Sékou Touré en encourageant l'élection de sa fille et en essayant de réhabiliter Sékou Touré en catémini en se faisant passer comme opposant de Sékou Touré qui, soi-disant, qu'il a condamné à mort par contumace dans des circonstances qui restent à éclairer. Donc, que ce soit Alpha Condé, que ce soit le soldat Dadis, que ce soit le soldat Lassana Conté, le soldat Konaté, tous sont des produits directs du système de Sékou Touré. On ne peut pas se faire de doute. Si on insiste ici à revenir à la source, il y a de bonnes raisons. Il faut que les gens comprennent que rien ne se fait aujourd'hui qui n'a pas été créé par Sékou Touré. Et il avait dit qu'il allait créer un homme nouveau, et effectivement, il a réussi. Mais malheureusement, ce n'est pas un homme à l'image très flatteuse. Merci. Voilà, cette question-là est adressée à M. Lamine Diallo. Alors, je vous suis souvent lors de vos émissions. Je remercie Potafi Bantal Fouta Zalon. Pensez-vous que Sékou Touré pouvait préserver des valeurs morales avec tout ce que nous avons appris de son évolution?
il ne pouvait pas le faire. Sékou Touré est mal né. Nous avons vu ici au cours des émissions que sur lui, qu'il était un enfant naturel, adopté pratiquement dans la famille d'Alpha Touré. Cela veut dire que sa maman est venue dans le ménage en grossesse de Sékou Touré. Sékou Touré aussi était un raté de l'école primaire. Nous avons suffisamment élaboré ici sur le fait qu'il a été expulsé de l'école primaire et que c'est grâce au père de Dr Marega, son vieux Fodé Marega, qui était son maître, qui était le directeur d'école de Farana, qu'il a pu continuer et aller à Conakry et s'inscrire au centre d'apprentissage pour être apprenti menuisier. Et nous avons aussi élaboré ici exposé le fait que Sékou Touré a mené une vie double. Il était l'amant du gouverneur Corny Chanty, le gouverneur général de l'AOF. Et que c'est grâce à ce monsieur que Sékou Touré s'est retrouvé en politique et a pris le leadership du PDG. Imposé pratiquement par M. Corny Chanty comme le premier député de la Guinée. Donc, Sékou Touré traîne toute cette art avec lui et c'est avec cet art-là qu'il a pris la présidence en Guinée. Et il s'est comporté comme la personne qu'il était, une personne frustrée et sans un vrai niveau intellectuel et qui détestait tout le monde. D'ailleurs, pour lui, les êtres humains sont des pions. Donc, il est prêt à sacrifier quand ça lui convient. Il n'a pas d'amis, il n'a jamais eu d'amis. Il n'a eu que des personnes qui l'utilisaient. Et c'est pour cela que toutes ces personnes qui l'ont servi ou qui ont fait du bien pour lui se sont retrouvées dans ces géoles et ont été ses victimes. Nous avons parlé ici du cas de Baïdigué, de Fodéba Keïta ici, et du général Nomandjan Keïta, grâce auquel il a fait l'école. Et nous avons cité beaucoup de personnes qui lui ont été très, très utiles, qui l'ont épaulé dans la vie et qu'il a fini par tuer. Donc, comme Bachir vient de le mentionner, les seules personnes qui ont échappé à son système, c'est les gens de la famille, et de sa famille, soit ses beaux-parents, du côté de ses beaux-parents ou du côté de ses frères et sœurs. Donc, nous pouvons retracer tous les problèmes que la Guinée a aujourd'hui et justement à la gestion de Sékou Touré. Donc il ne peut pas, il n'était pas équipé pour faire du bien. Et c'est l'incarnation même du diable que nous avons eu comme président en Guinée. Merci. Monsieur Bachir Ba, au cours de vos recherches, avez-vous trouvé un seul cas où, parce que nous avons vu quand même avec les statistiques de Amnesty International qu'il y a eu, disons, quelque chose de 50 000 victimes du régime de Sékou Touré. Évidemment, avez-vous trouvé dans vos recherches un seul cas où quand même il y a eu justice, la justice a été rendue, un procès libre, crédible et indépendant? Ah, il y avait pas de... Donc, quand on était jeune, il y a eu un procès d'un gouverneur de Mali à l'Abbé. On l'accusait d'avoir détourné de l'argent. Et les procès avaient lieu les après-midi. Presque tous les après-midi, on allait assister à ce procès. C'est le seul qui m'a été donné de voir. Et il s'est terminé en queue de poisson, si j'ai bonne mémoire, parce que on l'a acquitté alors que les gens de Mali avaient démontré que il avait pillé tout le budget de l'État. Il y a eu un autre procès de Teluel Diallo
qui est un beau-frère de Saïfoula Diallo, qui a été gouverneur de Dalaba, qui détourna presque la totalité du budget et qui fut arrêté. C'était tellement flagrant qu'il fallait le condamner. On le condamna à 20 ans de prison, de travaux forcés soi-disant. Du tribunal, on l'amena à Donka, soi-disant qu'il est malade. On attendit que l'affaire se tasse et on le nomma secrétaire général du tribunal économique. Le tribunal économique est en charge de juger les délits commis principalement par les gens de l'État ou les gros bonnets soi-disant de commerce, de l'industrie. Donc voilà, si ça c'est uniquement au niveau civil. Au niveau politique, eh bien, le problème ne se posait pas. On a fait ici tout le monde était coupable a priori. C'est si par la baraka ou par le caprice du roi et de sa famille régnante qu'étaient les petits Sékou Touré et leurs sous-fifres, bon, tu échappais. Sinon, a priori, tu étais coupable. Le complot était permanent. Il y avait toujours des coupables. Il n'y avait pas On a aboli le métier d'avocat en 1963. Le métier d'avocat était interdit dans un pays. Comment peut-on parler de justice? Ceux qui rêvent, parce que bon, il n'y a pas de mémoire chez nous, les gens se créent un passé beau pour pouvoir refuser l'accablante réalité dans laquelle le pays est, en disant que du temps de secteur au moins c'était pas ça. Donc il faut qu'ils se réveillent. Du temps de secteur c'était pire que ça et c'était la même chose. C'est ce qui aujourd'hui n'est que de sous-produit de ce qui s'est passé du temps de secteur. Il n'y a pas de justice, il n'y a jamais eu de justice en Guinée. Merci. Merci. Bon, voilà, aujourd'hui, en regardant, en visitant les réseaux sociaux, on voit ce qui se passe sur la route, surtout entre Conakry et Koya et en forêt là-bas, combien de fois. Vraiment, les routes guinéennes sont vraiment mal fichues. Et puis, effectivement, on voit encore, on se plaint souvent du manque d'électricité. Pensez-vous qu'il y a un lien entre la gestion sous Sékou Touré et ce qui nous arrive au Guinée aujourd'hui sur le plan des infrastructures? Est-ce que ça a commencé aujourd'hui, c'est les plaintes que nous avons en regardant les ponts ou bien l'état des routes, le manque d'électricité? Vous pensez-vous que c'est récent ou bien c'est où est la cause de ça, selon vous? Le seul paramètre qui a changé, c'est le nombre de personnes en Guinée, la population qui a grandi. Mais sinon, la misère est restée la même. Et toutes les infrastructures qu'on crée, c'est pour de la poudre aux yeux, pour tromper les gens. Les infrastructures, ça se crée pas comme ça. Ça nécessite. Les infrastructures ne sont que le sous-produit d'une bonne gouvernance. D'une bonne gouvernance qui suppose que la justice opère. Il faut que les gens comprennent très bien. Ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas les bonnes routes, les bonnes écoles qui font un État. C'est tout à fait l'inverse. C'est la justice qui assure la sacralité du bien public, de la chose publique, qui se traduit par des infrastructures. Donc, cette inversion malencontreuse que les Guinéens font, ils disent que bon, même si les gens volent, s'il y a des routes, c'est pas normal. Bon, les Sékou Touré, on a démontré ici avec leur famille que la Guinée a eu des revenus qu'on peut qualifier grosso modo sur les mines de Boké seulement, de l'équivalent de 14 milliards de dollars en 1984 quand Sékou Touré est mort. Et quiconque a vu la Guinée, pour nous qui n'y étions pas et pour ceux qui y vivent même, l'état de Conakry et de toutes les villes de la Guinée en 1984, eh bien, ça montre que cet argent a été volé et ils ont diverti ça avec des hommes de paille qui ont disparu avec. Les Guinéens n'ont rien bénéficié. Depuis lors, le peu qui se fait, on le sait, on voit, c'est des gens qui vont dans les villages qui réparent les routes. Sinon, tout est volé.
Il y a une impunité totale qui est totalement incompatible avec toute forme d'infrastructure. Il faut que les gens assurent très bien l'inversion. Si nous, on s'attache ici à montrer qu'une condition sine qua non de la renaissance de la Guinée est comme étant une justice viable, c'est parce que tout le reste est le sous-produit de ça. C'est pas l'inverse. Quand la justice est saccagée, c'est la sauvagerie, c'est la prédation. Et c'est Sékou Touré qui a instauré ça en Guinée. Merci. Voilà, Monsieur Lamine Diallo, je sais que vous avez fait la Côte d'Ivoire. Il y a Saïdou qui est là, de France. Ok, alors il faut lui donner la parole. Okay. On va continuer avec Monsieur Diallo. Monsieur Saïdou, vous avez la parole. Oui, allô? Alors oui. Oui. Oui, bonsoir. C'est pas M. Saïdou, c'est M. Diallo Mamadou Baïlo. Allez-y. Il y a 2 semaines, voilà. Donc, c'est voilà, juste pour remercier, comme je l'avais fait d'autres fois, et vous dire vraiment que c'est avec intérêt que je suis vos émissions chaque 2 semaines. Et je ne cesserai, comme la plupart de mes compatriotes ici qui vous écoutent, de vous remercier et de vous dire que vraiment ça nous fait des belles leçons d'histoire, ça nous permet de savoir vraiment le comportement de la plupart de nos hommes politiques d'alors, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont pu faire et ce qu'ils n'ont pas fait, quels sont ceux qui ont participé vraiment à la dégradation de notre jeune nation de 58 à 84 et de 84 à nos jours. Maintenant, pour revenir un peu à la question de certains de vos auditeurs en ce qui concerne l'origine du mal guinéen, je confirmerai ce que M. Lamine a dit, que l'essentiel du responsable, le responsable principal, l'architecte de la situation sociopolitique de la Guinée traverse aujourd'hui n'est autre que Sékou Touré. Sékou Touré est le responsable, c'est l'artisan. Quand vous décimez toute une ressource humaine d'un pays, vous ne pouvez pas prétendre que ce pays puisse vraiment avoir des bons gestionnaires demain. Donc quand les gens disent oui, il a préservé les ressources naturelles, je dis c'est mal connaître. Les ressources naturelles ne pourront pas à elles seules développer un pays. Il faut des hommes et des femmes capables, intellectuellement bien formés et moralement bien assis pour vraiment mettre en valeur ces ressources. Et comme Sékou Touré a déchiré tous ces gens-là, on ne pouvait trouver que le résultat qu'on a aujourd'hui, les routes dont on parle aujourd'hui. C'est pas que les routes là se sont dégradées, c'est qu'il n'y avait pas de route sous Sékou Touré entre Kissidougou et Kankan, il n'y avait pas de route entre Sigiri et Kankan, il n'y avait pas de route bitumée entre Kouroussa et Kankan, il n'y avait pas de route bitumée entre Boké et Conakry, il n'y avait pas de route bitumée entre, à ce que je sache, entre Boké et Gawal, d'ailleurs jusqu'à présent il n'y en a pas. Il n'y avait pas de route entre Boké et Gawal un peu partout. Et Gawal Koundara, il n'y en avait pas. Gawal Boké, disons, Gawal Labé, il n'y en avait pas. Donc vraiment, c'est Sékou Touré qui est le principal responsable de tous les maux dont aujourd'hui la Guinée souffre. Et j'aimerais aussi prochainement que vous reveniez un peu sur l'histoire d'un des hommes aussi qui ont marqué notre pays, c'est à savoir Saïflaye Diallo. Parce que nous, les jeunes, vraiment, nous entendons beaucoup parler de lui, mais nous ne connaissons pas réellement les œuvres de Saïflaye Diallo. Et pour nous, le silence devant le crime a sa part de responsabilité. Donc, à vous de nous aider pour établir la responsabilité de Saïflaye Diallo, qui est resté membre du gouvernement, responsable de l'Assemblée nationale qui jugeait et condamnait toutes les victimes de Sékou Touré. Donc, pour moi, lui ne peut pas être président de l'Assemblée nationale pendant tout ce temps sans qu'il n'ait aussi participé à la commission de ces forfaitures. Donc, monsieur aussi doit être démasqué au même titre que les autres pour que nous sachions ce qu'il a fait et que demain, s'il y a l'histoire de conférence de vérité et réconciliation, qu'on sache où placer Saïflaye Diallo et tous les autres. Et vraiment, je ne cesserai de vous remercier et vous dire que ce que vous êtes en train de faire, ça a une valeur et une portée historique. Ça, soyez-en convaincus et que nous prenons bonne note
et que nous ferons tout pour que ces vérités historiques puissent triompher un jour en Guinée. Vraiment, merci beaucoup. Et là, Sankarela et à toute l'équipe. Ok. Merci et C'est c'est l'heure, promis il faut et conclure. on aura une émission sur Saifullah Diallo parce que nous sommes décidés à lire la page de l'histoire de notre pays. Bon, maintenant, avant de clore, je voudrais aujourd'hui rendre hommage à nos mamans, à nos sœurs, à nos femmes qui, le 27 août 1977, s'étaient levées pour dire à Sékou Touré et à son système qui est trop, c'est trop. Il y en a eu des victimes, mais ce sont des héros, comme tous les héros dont nous parlons chaque jour. Donc, nous leur rendons hommage aujourd'hui à titre posthume, mais que leur famille sache que les victimes du 27 août 1977 ne sont pas mortes pour rien. Et puis, je voudrais ajouter aujourd'hui que demain aussi, nous aurons une émission en langue poulard. Donc, il faudra venir à la même heure pour suivre l'émission qui aura lieu demain. Donc, et là, Sankarela, je pense que nous avons encore quelques minutes. Alors, et à demain. Allahumma torike mafabito men hiwmen wota yedduɓe jamfito men kala magano wiɗo no lorrude en yo alko adade o hewtude en si wona allahu nangani en ɓe wonɓe e bonnude bannana en miɗo felliti ande waɗay kame en yo faabito en yo tambito en taw accutuwayɓe hoore men himo andi no fandiri dole men ngalu ɗuuɗa feere no majjiri en yowanaɗo galonji ala e men yo faabo taw accuɓe hersina en e ferɓe no naati e diina men hino jiiɓa no dinga e hoore men piya julɓe no wirta ɓe ñaaɗana en fena toña ɓe hippo kambana en jara jeena no murtina ɓiɓɓe men kala janguɗo alqur'ana men haɗi bonki ɓe kuɗɗa ɓe en nora en joman suuɗaki ma nde amen gasataka mi holle ko an tagi men hiɗareni ko yedduɓe jinsata men kono joman wawuɗo yottano men joman suuɗaki ma ande amen gasataka mi holle ko an tagi men hiɗareni ko yedduɓe jinsata men koni joman wawuɗo yottano men amin ya Fréquence Gandal.
torike ma faabito men hiwu men wota yedduɓe jamfito men kala magaño wiiɗo no lorrude en yo alko adade o hewtude en si wona allahu nangani en ɓe wonɓe e bonnude bannana en miɗo felliti ande waɗay kame en yo faabito en yo tambito en taw accutuwayɓe e hoore men himo andi no fandiri doole men ngalu ɗuuɗa feere no majjiri en yowanaɗo galonji ala e men yo faabo taw accuɓe hersina en e ferɓe no naati e diina men hino jiiɓa no dinga e hoore men piya julɓe no wilta ɓe ñaaɗana en fena tooña ɓe hippo kambana en jara jeena no murtina ɓiɓɓe men kala janguɗo alqur'ana men haɗi bonki ɓe kuɗɗa ɓe en nora en joman suuɗaki ma ande amen gasataka mi holle ko an tagi men hiɗa reeni ko yedduɓe jinsata men kono joman wawuɗo yottano men joman suuɗaki ma ande amen gasataka mi holle ko an tagi men hiɗa reeni ko yedduɓe jinsata men koni joman wawuɗo yottano men amin ya Fréquence Gandal.